Au nord de Marseille, la colline de Mour-et-Piane. C'est dans ce quartier que Claire-Hélène et son compagnon Jean-Marie ont choisi de bâtir leur étrange maison. Claire-Hélène est architecte. Pour construire le moins cher possible, elle a puisé l'inspiration juste en face de chez elle, dans le port de Marseille. Elle a décidé d'utiliser des containers maritimes. En fonction des besoins du garage, salle d'eau, etc., on s'est fait une aile avec 3 petits containers. Donc voilà, on a 1, 2, 3. Ça fait combien de containers au total? En tout, on en a 15. Voilà, 5 containers par niveau, ce qui donne une surface de plancher de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés sur 3 niveaux, 300 mètres carrés au total. Ils y vivent depuis 2 ans, mais les travaux ne sont pas encore terminés. C'est chez nous. Ici, on se retrouve dans ce que j'appelle la colonne vertébrale de la maison, où on a le poêle au rez-de-chaussée, avec un tuyau qui s'élève sur 7,50 m, donc échelle de meunier. Pas très pratique pour le moment. Avec ces containers, Claire-Hélène a réalisé un tour de force. Construire 300 mètres carrés pour moins de 200 000 €, c'est 2 fois moins cher qu'une maison traditionnelle. Voilà, on est en haut. Et là, c'est le volume. Je vous invite à apprécier ce volume. Vous allez garder au maximum cette apparence métallique? Ouais, métallique et industrielle. On va conserver au maximum le plancher. Voilà, ça, c'est donc ces 2 containers. C'est la couleur d'origine. Hein. On peut le voir d'ailleurs parce qu'on n'a pas repeint cet endroit. Donc on voit les traces de rouille, les cicatrices du container. Un style singulier dont elle est fière. Un budget maîtrisé. C'est ainsi que Claire-Hélène a réalisé son rêve de propriétaire. Le clou quand même, c'est la terrasse qui nous sert à étendre le linge, très pratique. On a pu tendre des cordes entre les crochets qui ont été conservés. C'est donné, offert par le container. C'est pas beau la vie? Comme elle, de nombreux Français sont prêts à explorer de nouvelles pistes pour acheter leur logement, y compris les plus inattendus. À Paris, Sven et Marianne habitent depuis peu dans cet appartement. Un 4 pièces ultra design acheté au prix cassé de 495 000 €. Une aubaine pour qui connaît les prix de la capitale. Mais un tel tarif cache quelque chose. Ça fait 90 mètres carrés, en gros, 88, quelque chose comme ça, sur plusieurs niveaux. Donc en loi Carrez, en revanche, on est à 34 mètres carrés, parce qu'on ne comptabilise que la mezzanine et la pièce principale. Si vous voulez, on peut aller voir. Le secret de l'appartement de Marianne, sa plus grande partie se situe sous terre. 56 mètres carrés au niveau des caves. Et puis en bas, on a nos 2 chambres, celle de la petite, et puis la nôtre, et la salle de bain, et les toilettes. On appelle cela un souplex. Vous savez ce que c'était ici avant de mettre les chambres? Nous, quand on a acheté, c'était un local de réserve. Et alors apparemment, la chambre de la petite, c'était une espèce de labo. On sait pas, on n'a jamais vraiment su. Il y avait des traces comme des traces de rouille, alors qu'aurait pu être un labo de chimiste. On sait pas. On a l'impression qu'il y a une fenêtre là derrière. Vous pouvez nous montrer qu'est-ce qui se cache derrière? Ah, c'est une fausse fenêtre en fait. C'est des blagues ça. C'est pour faire semblant. En fait, derrière, il y a un mur qui est pas très beau, qui est tout près. Et puis des petites lumières. Mais encore celle-là, c'est pas celle qui fait le plus sensation. C'est surtout celle qui est dans la chambre où il y a la lumière. Ça fait une lumière assez douce et ça, c'est vraiment un moyen d'avoir pas l'impression d'être dans un sous-sol aveugle face à un mur en béton. Chez Marianne, les lampes restent allumées en permanence. Mais au-delà du manque de lumière, le vrai problème en souplex, c'est l'absence d'aération. Sven nous a acheté un extraordinaire purificateur d'air extrêmement puissant, qu'on fait tourner de temps en temps. Et dans sa chambre, parfois, on fait tourner un ventilateur en ouvrant en haut pour essayer quand même de faire un flux d'air et d'apporter un peu d'air frais. Nous avons enquêté sur les nouvelles tendances de l'immobilier moins cher et sur leurs abus.
Johan est cuisinier, sa compagne Sebol, serveuse. Ce couple veut faire construire une petite maison dans le Val d'Oise, à 60 km de Paris. Ils ont un budget limité, même s'ils s'endettent sur 30 ans. Alors le budget global, on se situerait dans les 202 000, 203 000 euros en tout. Donc juste en maison, on chercherait une maison dans les 100 000 euros. Et après, suivant le prix du terrain, on verra ce qu'on peut mettre en plus ou pas. Ils ont entendu parler d'un nouveau concept de maison low cost. Ce matin, ils ont rendez-vous dans une entreprise de la région de Troyes. Lionel Chouraki en est le dirigeant. Jusqu'à maintenant, il fabriquait des containers destinés au transport et aussi des cabanes de chantier. Depuis 2 ans, il s'est lancé dans les maisons dites modulaires. Une fois assemblé, votre module, ça donne ça. Donc en fait, on est sur des structures de 3 mètres de hauteur. Il sait que son concept peut susciter quelques appréhensions chez ses clients potentiels. Il commence toujours par faire visiter son usine. Modules, plomberie, électricité, les logements sont entièrement fabriqués sur place en 4 mois. On va complètement assembler la maison ici. On va vérifier que tout fonctionne ici. Donc elle va être intégralement montée. Elle va être boulonnée, donc au millimètre près, on aura tous les raccords, etc. Elle va être testée. Et à ce moment-là seulement, on va la déboulonner et l'amener sur votre terrain. Quand une nouvelle maison sort de l'usine, elle est prête à poser. Celle-ci a été vendue 100 000 euros. Les pièces du puzzle sont acheminées par camion. Elles seront montées en une journée sur les fondations. Pour achever de convaincre Johan et Sebol, le patron les emmène découvrir sa toute première construction, qui date de 2010. Bonjour, bienvenue, bonjour, entrez. Comme à chaque fois, Christiane, la maîtresse de maison, joue son rôle de propriétaire comblé. Moi, je m'y sens vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Quelque chose d'un petit peu atypique, très moderne, très lumineux. On s'y sent bien. Donc pour moi, apparemment, Johan est sous le charme. C'est pas plus compliqué que ça, j'adore. On me dit prends tes valises, allez à toi, c'est parti. Je pose. Ah ouais. Franchement, c'est sublime. Depuis cette visite, ils ont décidé d'acheter une maison comme celle-ci. Il ne leur reste plus qu'à trouver un terrain. Comme eux, 200 000 familles optent chaque année pour des maisons dites low cost. Des constructions bâties la plupart du temps en matériaux traditionnels qui ont un point commun. Elles coûtent environ 100 000 euros et jamais plus de 120 000. Un marché lucratif pour des dizaines de constructeurs, petites ou plus grandes sociétés du secteur. Dans leur publicité, un seul argument est mis en avant, le prix. Entre 20 et 50% de moins qu'une maison classique. Que valent vraiment ces constructions? Existe-t-il des pièges dans ce nouveau marché? Sylvain Baron est expert en bâtiment. Chaque année, il inspecte plus de 300 maisons, dont une trentaine de constructions low cost. À 50 km de Nantes, il a rendez-vous chez les propriétaires de ce pavillon. Bonjour. Bonjour monsieur. Sylvain Baron, société. Bonjour. Je viens pour le bilan technique. Il y a 3 ans, Marie-Reine et Roger ont quitté leur HLM pour concrétiser le projet d'une vie. Emménager dans cette maison qu'ils ont fait construire, payer 84 000 euros grâce à un crédit sur 20 ans. Pour voir si ça correspond en fait. Oui. On avait le choix entre location et achat. Puis on s'est dit quand même on va avoir quelque chose à nous, quoi. Comme tout à chacun, je pense. Depuis quelques mois, Marie-Reine s'inquiète. La charpente craque la nuit. La facture de chauffage lui paraît trop élevée. L'expert va immédiatement déceler la source d'un des problèmes. Les points que je vérifie toujours, moi, c'est la souplesse des... Ça va encore. Ouais, alors ça... Ouais, là, il va en manquer. Hein. Ouais, là, c'est trop souple ici. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas d'isolant. Ouais. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal, pour le coup. On va regarder
une autre fenêtre pour voir si on a le même problème. Mais en théorie, oui, on a les mêmes soucis. Eh ben non, vous voyez. Ah si, on l'a ici, voilà. Oh bah là aussi. Là, c'est souple en fait, c'est très souple. Ça veut dire que pour mettre la plaque de plâtre, ils ont découpé le polystyrène pour la glisser dans la menuiserie en fait. Et après, c'est des ponts thermiques, quoi. Donc le chauffage, on doit en consommer plus qu'il faut. Sylvain va confirmer son diagnostic avec une caméra thermique. Les défauts d'étanchéité apparaissent au grand jour. Alors vous voyez, là il y a une zone où l'isolant n'est pas correctement installé. En noir sur l'écran, toutes les zones par lesquelles l'air s'engouffre à l'intérieur. Et l'ouvrant, c'est pas étanche à l'air. Là par contre, il manque de l'isolant, ça c'est net. Voilà. Mais en fait, on voit bien en traverse haute de la menuiserie et le coffre, il y a une zone d'échange thermique. Il poursuit son examen dans les combles de la maison. La charpente, elle n'est pas réellement fixée à la structure. Elle n'est même pas fixée du tout à la structure. Comme ça, on est tranquille. C'est sur le mur? Ouais, elle n'est pas qu'un côté qui est fixé, alors qu'elle devrait être fixée partout, tous les 1,20 m. Et là, on voit bien, il y a des grandes zones où il n'y a aucune fixation. Non, ça n'a pas été fixé. Il y a une nécessité à fixer la charpente. Charpente mal fixée, défaut d'isolation. Sylvain Baron sait que ces conclusions vont être difficiles à entendre par les propriétaires. Ok, bon. Votre construction. On pourrait dire un petit peu que c'est pas une épave thermique, mais pas loin, quoi. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un gros mot, mais c'est-à-dire que bon, pour obtenir un 21 degrés par -5, au lieu de dépenser une quantité d'argent théorique, vous en dépenserez un peu plus. Voilà. Tout simplement. En mettant de A à B, C, D, vous mettriez quoi? Pour moi, c'est en dessous de D. Hein. Oui, carrément. Pour une maison neuve, c'est nul, quoi. Donc, si on veut la revendre un jour... Ouais, c'est pas facile de... C'est parlant. Ce bilan n'étonne pas l'expert. Disons qu'on fait croire aux gens qu'à 80 000 €, on peut avoir une maison. Or, tout le monde sait que c'est pas possible. Ou alors on triche sur quelque chose. Maintenant, sur quoi on triche? Soit sur la qualité des matériaux, soit sur la qualification de la main-d'œuvre. Donc, et à mon avis, c'est un peu les deux, ou peut-être même les deux à fond. Ça veut dire qu'au bout du compte, on a une maison comme là, quoi. Malgré une garantie décennale, Marie-Reine et Roger ne semblent pas avoir de recours contre le constructeur de leur maison. Merci. Rénover l'isolation leur coûterait 10 000 €. Une dépense qu'ils ne peuvent pas se permettre. Je dirais, chaque maison locale sur laquelle on est intervenu, il y a forcément un problème. Et pas des moindres, puisque c'est des problèmes qui sont structurels, des problèmes qui sortent d'ordre d'isolation, des problèmes qui sortent d'ordre de finition, mais grossière, quoi. C'est pas du petit désordre, tristement. Les mauvaises surprises du low cost peuvent s'avérer catastrophiques. Isabelle et Laurent rêvaient d'être propriétaires de leur maison. Ils ne peuvent plus l'habiter. En 2009, un incendie détruit une partie de leur logement. Le maçon dépêché par l'assurance découvre alors de sérieuses malfaçons. Ce qui est fou, c'est qu'on ne vient quasiment plus jamais ici. Ouais, ça nous fait un peu le bourdon. On vient ici simplement pour les expertises. Après l'incendie, ils découvrent que les fondations, les structures ont été bâclées. La construction menace de s'effondrer. Le chantier. Des étais ont même été posés pour garantir la sécurité lors des visites. Dans cette maison, on avait fait les peintures, les parquets, toutes les faïences. Toutes les faïences, on s'était bien amusé. Hein. Aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'elles soient défaites, refaites, mais on ne sait pas. Il faut encore attendre. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Leur constructeur est désormais aux abonnés absents. Ils travaillaient comme franchisés pour une grande enseigne. Cette marque s'est contentée de constater les dégâts. Ouais, c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point de tout perdre pour un incendie, c'est pas évident.
que derrière, il y a le deuxième effet qui se coule où on se dit, bah, vous avez acheté de la merde, quoi. Leur maison low cost leur a coûté 90 000 €. Même à ce prix, en principe, les murs devraient être liés par des tiges d'acier. Donc c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du tout de ferraille, il n'y a pas d'acier, il n'y a pas de chaînage, quoi. Quand on voit le manque de chaînage, quand on voit donc les autres malfaçons comme le poteau, je suis pas technique, mais où il n'y a aucune fondation dessous alors que c'est le poteau principal de la maison. Et aujourd'hui... Normalement, là, on a un dé d'1 mètre sur 1 mètre. Dessous, oui. 1 mètre cube de béton, là, normalement en dessous. Il n'y a rien, il est posé sur la dalle. La poutre, pareil, qui n'est pas aux normes. Les aciers sont pas aux normes non plus. Frais d'expertise et d'avocat, double loyer. Pour le couple, la facture s'élève à 180 000 €. C'est 2 fois la valeur de leur maison. Au cours de notre enquête, nous avons recensé une dizaine de clients de la même entreprise qui se plaignent aujourd'hui de malfaçon. A-t-elle délibérément fait des économies sur la qualité ? Nous avons retrouvé un artisan qui a travaillé pour cette société. Il confirme une politique de construction au rabais. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour ce constructeur parce que ça n'était plus viable, même pour l'image de marque de mon entreprise. Sur ces maisons-là, les fondations sont dangereuses. J'ai vu une maison où les ferrailles qui étaient mises dans les fondations ne correspondaient pas aux normes réclamées aujourd'hui, quoi. Alors là, j'avais jamais vu ça. À mon avis, elles vont très mal vieillir. Les pauvres gens vont certainement avoir des soucis à venir, quoi. Nous avons contacté ce grand constructeur. Faute de réponse, nous nous rendons au salon de la franchise à Paris. Nous avons appris que l'entreprise y était présente. Tous ces chantiers sont confiés à des exploitants locaux, des franchisés. Sur le stand, le directeur commercial semble embarrassé par nos questions. Et je voudrais vous montrer des photos, des choses qu'on a prises dans certaines maisons. Des maisons où, par exemple, on a le poteau central qui repose juste sur la dalle, il n'y a pas de fondation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant de certaines choses. Oui. Et vous en pensez quoi du travail qui a été fait alors à partir du moment où un franchisé ne fait pas son travail, il doit faire en sorte de remédier à la situation. Est-ce que c'est pas une pression que vous mettez sur les franchisés qui, du coup, pour gagner de l'argent, sont obligés de tirer les prix? Non. Non, parce qu'on a un cahier des charges, on leur demande de respecter un cahier des charges avec des prix extrêmement serrés, soit, mais on ne demande pas de tirer les prix pour tirer les prix. Le fait que vous parliez que certains ont peut-être fait quelque chose pour tirer les prix, c'est suicidaire, c'est pas logique. Il nous dit avoir tenté de contacter les victimes. En vain. On a essayé par rapport à Internet de leur envoyer des messages, on attend un retour, on essaye. Aux différentes personnes? Pas toutes, parce que on a du mal à les localiser. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à votre ancien franchisé les contacts de ces gens? Le franchisé nous a pas fourni les contacts de ces personnes. Il a refusé. Il ne nous les a pas transmis, ça. Le franchisé qui l'incrimine a disparu dans la nature. Merci. Ce constructeur nous a promis de prendre contact avec les familles lésées. À ce jour, il ne l'a toujours pas fait. Si faire construire pour pas cher peut s'avérer périlleux, acheter son logement dans l'ancien s'apparente parfois au parcours du combattant. À Paris, l'immobilier a atteint des sommets. En 2011, le prix moyen du mètre carré a dépassé les 8 300 €. Concrètement, pour un 4 pièces, comptez 743 000 €. Ou encore 424 000 € pour un logement de seulement 52 mètres carrés. Pour devenir propriétaire coûte que coûte, certains sont prêts à vivre sous terre, dans ces logements qu'on appelle des souplex. Aujourd'hui, à Paris, des agents immobiliers se sont spécialisés dans ces produits au ras du bitume. Loge de concierge, ancien commerce, Fabien Garcelon ne vend que des appartements au rez-de-chaussée. C'est ce bien-là? Oui. Vous connaissez le quartier avant? Il va déployer tout son savoir-faire pour persuader Florence et Fabrizio d'acheter cette ancienne boutique. Un local commercial sur rue et 3 caves en bonus. Alors, on est vraiment sur une surface brute. En termes de rénovation, il y a absolument tout à refaire.
On a un réseau électrique, mais qui est évidemment pas aux normes. On a tout ce qui est évacuation pour l'eau et toilettes, mais il faudra certainement réorganiser en fonction des plans que vous voulez faire. Et ça s'élève à combien? L'ensemble des travaux, il faut compter entre 70 et 90 000 € à peu près. C'est très original. 36 mètres carrés au rez-de-chaussée. Mais selon l'agent immobilier, l'atout majeur de ce logement se trouve dans sa partie enterrée. Alors, par ici, allez, c'est allumé. Donc on va rentrer par une des premières parties. Faites attention à votre tête, il y a un tuyau qu'on peut enlever, mais qui est un tuyau qui est à 1,80 m. Donc venez. Je répète, c'est très original. Il va maintenant tenter de convaincre le jeune couple des bons côtés de la vie souterraine. C'est très frais l'été, c'est plutôt agréable l'hiver, c'est le principe de la cave. Donc aussi le souplex, s'il a bien été aménagé, quelque chose en termes d'énergie qui n'est pas très coûteux et qui reste des pièces qui sont très agréables. Il passera assez rapidement sur les contraintes juridiques. Un souplex, chacun fait ce qu'il veut dedans. Vous avez le droit de dormir, inviter les gens dans votre cave. Officiellement, les souplex sont pour des pièces annexes. Donc pour un bureau, pour un stockage, pour faire de la musique, enfin comme vous sur l'objectif. La seule limitation, mais vous êtes propriétaire, donc vous faites ce que vous voulez chez vous. La seule limitation, c'est en termes de location. Vous ne pourrez jamais louer cette surface enterrée comme une chambre. Allez, on va aller voir la deuxième. Faites attention encore à votre tête. Fabien préfère mettre l'accent sur le potentiel. Les 3 caves peuvent être réunies, à condition de réaliser des travaux supplémentaires. Juste une porte, une ouverture de porte. Ouais, parce que fabriquer, c'est quand même grand, hein. Donc, non, mais jusqu'à où, dans ces cas-là, c'est possible d'ouvrir le... Parce que si tu dois à chaque fois... 1,85,5. Donc, on ne sera pas sur du standard. Bah, vous le baisserez un peu, hein. Là, je peux pas... Soit on vous coupe des jambes, soit on... Mais c'est... Comme je vous disais en introduction, sur ce genre de bien, il y a toujours quelques contraintes. Il faut faire un peu avec les contraintes. Après, si on n'arrivera pas plus d'1,85 m. Vous faites combien? 90, 92? 15. 13, ouais. Fabrizio s'inquiète aussi de cet énorme tuyau qui traverse ce qui pourrait être son futur salon. Ça, c'est la limitation des... Ouais, ça, c'est à la copropriété. Oui, ça, c'est toutes les évacuations, je pense, de l'immeuble qui est derrière sur le cours. Donc ça, vous ne pouvez pas toucher. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt à le garder, autant le cacher. Je vais vous laisser Notre agent immobilier a réponse à tout. Une fois aménagé, l'appartement reviendrait au minimum à 340 000 € pour 56 mètres carrés, dont plus du tiers en sous-sol. Vendre des biens de ce type ne pose pas de problème à Fabien Garcelon, tant qu'il a des clients prêts à les acheter. Sur ce bien, on a énormément de visites. On a programmé une quinzaine de visites en 12 heures de commercialisation sur ce bien. D'autres agents immobiliers mettent en garde contre cette nouvelle vogue du souplex. C'est le cas de Pierre-Antoine Ménez. Il va nous accompagner lors d'une visite. Nous avons repéré l'annonce d'un particulier qui mentionne un 3 pièces atypique de 44 mètres carrés. Nous filmons en caméra cachée. Il ne s'agit en fait que d'un petit studio. Ça fait combien de mètres carrés, la partie ici, vous savez? 22. Il y a 22 et 22 pratiquement l'équivalent en haut. C'est moyen. Il y a 44 mètres carrés. On peut descendre? Allez, allez. Le reste des mètres carrés se situe à la cave. Donc tout a été rénové, refait. Voilà, il y a 2 petits skydomes qui sont un peu cracraches. C'est quoi des skydomes? C'est des petites bulles, voilà, qui donnent un peu de lumière quand même du jour. Ces fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Manifestement, aucune aération n'est prévue dans ce qui tient lieu de chambre. Prix de vente, 375 000 €. À l'issue de la visite, Pierre-Antoine Ménez est dubitatif. 44 mètres carrés pour 375 000 €, sur le papier, c'est pas idiot. Maintenant, une fois que je sais que j'ai 20 mètres carrés, donc pratiquement la moitié en sous-sol, je suis quand même beaucoup plus inquiet. Je pense qu'on devrait tourner plutôt brutalement, comme ça, au bien, à maximum 300 000 €. Et encore, pour quelqu'un qui a besoin d'un souplex, qui veut acheter un souplex. J'aurais tendance, en tant que professionnel, moi, à lui déconseiller. Pour lui, il s'agit d'un mauvais investissement. C'est pas possible. C'est trop dangereux. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce que le marché est en train de se retourner doucement. On pense à des baisses de prix qui oscilleront entre 5 et 10%, mais sur une moyenne de prix. Donc, les biens sans défaut, les biens
beaux continueront à se maintenir à un prix raisonnable. Par contre, ce qui va faire baisser la moyenne sont les biens comme celui-là, les biens à gros défauts. Et ces biens à gros défauts risquent de prendre 20-25%. Donc acheter aujourd'hui un bien comme ça avec un tel risque, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a seulement quelques mois, de telles baisses semblaient impossibles. Dans certaines zones, elles sont déjà bien réelles, comme en Lorraine. Dans cette région sinistrée, les prix ont chuté de 10% en 2011. La crise est une aubaine pour les acheteurs. Dans leurs recherches, ils peuvent compter sur des agents immobiliers d'un nouveau genre. Marie Vien, bonjour. Marie Vien n'a pas de bureau. Elle travaille de chez elle. Elle fait partie de l'un de ces réseaux de mandataires qui bousculent le marché. Oui, avec un sous-sol complet de 100 mètres carrés. Hein. C'est vraiment un beau sous-sol. C'est assez exceptionnel. Ces réseaux qu'on appelle low cost, aux méthodes plus agressives. Elle est indépendante. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de revenus, je veux dire ponctuel tous les mois. Contrairement en agence où on a un fixe, où on a le statut salarié VRP et donc une garantie de revenus. On ne sait jamais de quoi est fait le lendemain en fait. Chaque jour, Marie parcourt des dizaines de kilomètres sur les petites routes de Lorraine. Elle doit décrocher au minimum une vente par mois pour gagner de quoi vivre. Marie, à quand remonte votre dernière vente? Le mois dernier. Donc c'est sûr que là, voilà, ce mois-ci, c'est déjà plus difficile. On arrive à la fin du mois, il n'y a toujours pas de vente, de proposition d'achat ou de compromis signé. Les acheteurs, en fait, il y en a en ce moment, mais ils sont pas pressés déjà de toute façon. Ils attendent je ne sais pas quoi. Pour séduire les acheteurs, elle sait que l'argument décisif, aujourd'hui plus que jamais, c'est le prix. D'accord. Ses premiers clients cherchent une maison. Ils connaissent le contexte, ils n'auront aucun scrupule à négocier. Okay. Donc là, ça fait la même superficie qu'en bas. La maison vient d'être mise en vente, 125 000 €. La visite à peine commencée, le couple demande un rabais, et pas des moindres. Donc là, c'est vrai que clairement, pour un S3 de 125 000 €, on va être trop cher, hein, ça c'est clair. Après, je veux dire, il faut faire une proposition. Hein. Je veux dire, moi, vous me faites une proposition, moi je transmets au propriétaire, après c'est le propriétaire qui décide. Hein. Ça dépassera pas les 110. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais. Admettons, si on faisait une offre aujourd'hui à 110 000 €, je pense qu'il dirait non, il faudra attendre. Personnellement, donc à mon niveau, je veux dire que je connais le propriétaire, je connais la situation, je pense qu'il va réfléchir. Pour elle, pas question de laisser échapper une vente, quitte à se montrer insistante. Il y a des acheteurs, il faut en profiter. Voilà, surtout. Ils sont rares, donc quand ils sont là, il faut pas les laisser partir. On se tient au courant. Merci, à bientôt. Bon week-end. Bon week-end à vous, bon courage pour la journée. À bientôt, au revoir. Ces derniers temps, Marie consacre une bonne partie de ses tournées à convaincre ceux qui lui ont confié la vente de leur logement de baisser leur prix. Deuxième rendez-vous de la journée avec les propriétaires de cette maison, située dans un petit village. La sonnette marche toujours. Bonjour, vous allez bien? Sylvie et son mari Eric ont contracté un prêt relais pour l'achat d'une nouvelle maison. Depuis la mise en vente de celle-ci en juillet dernier, ils ont accepté de revoir leur prix à plusieurs reprises. Ils en demandent 170 000 €. Elle va les inciter à baisser, encore une fois. Oui, d'accord. Il y a un point que je voulais voir avec vous par rapport au prix de vente, hein, parce que c'est vrai que chaque fois, je veux dire, on fait des visites et vous dites toujours que bon, bah, vous êtes prêt à discuter au niveau du prix. Hein, je veux dire, c'est pas un prix ferme qu'on affiche, que j'annonce aujourd'hui. Donc, mais je me demandais en fait si c'était pas mieux de descendre, de baisser au niveau du prix. Comme vous êtes en pré-relais, c'est quand même une situation délicate. Parce que c'est vrai que chaque fois, hein, vous me dites on baissera, mais jusqu'à combien quoi en fait? On discute. Hein, donc là, bon, on va faire. Je vais 165 à 165. 165 000 fermes. Voilà, oui. Hein, donc on communique sur le. Ça, et puis après, Voilà. Hein, c'est sûr qu'on passe encore un niveau en dessous. Je veux dire, 5 000 €, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Ça permettrait justement, je veux dire, de faire les travaux ici, puisqu'on a quand même une cuisine, je veux dire, à rénover. Marie n'en restera probablement pas là. Préparer mon petit avenant. En 7 mois, le couple n'a reçu que quelques visites, mais aucune proposition. Elle sait qu'ils sont prêts à faire encore des concessions. moi justement, ce que j'attends, c'est que bon, il y a un client, il vient, et puis il me dit je suis intéressé par votre maison.
mais on baisse le prix. Là, on discute. Pour l'instant, on n'a rien. Si Marie parvient à vendre leur maison, elle ne leur demandera que 3% de commission au lieu des 6 à 7% réclamés par les agences classiques. Nouveaux agents, développement des maisons low cost, acheteurs prêts à tous les sacrifices, les Français n'ont pas renoncé à leur rêve de propriétaire. Tous espèrent désormais que la baisse de l'immobilier, tant de fois annoncée, finisse un jour par devenir bien réelle.